Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Hispano-Americana. Essais et littérature. Collection fondée et dirigée par Luis D'Apello. Hispano-Americana. Essais et littérature est une collection fondée sur 3 axes: l'histoire des idées, l'histoire culturelle et la littérature des Amériques et de l'Espagne. Pour les essais, elle offre aux lecteurs français non seulement des sujets hispaniques, mais également un regard global entre les Amériques, l'Espagne et l'Europe. Pour la littérature, elle promeut autrices et auteurs d'hier comme d'aujourd'hui. À paraître. José Monsieur Haricot, Gramsci et l'Amérique latine. Béatrice Sarlo, Borges, l'écrivain des 2 rivages. César Valliero, Chronique parisienne, 1923-1937. César Valliero, La Russie en 1931. Paula Varsavsky, Les 1000 visages de l'auteur. Exergue. Comment peut-on éviter de plonger dans le marécage du sens commun, qu'en devenant étranger de son propre pays, de sa propre langue, de son propre sexe et de sa propre identité? Julia Kristeva. Il a découvert le point d'Archimède, mais il s'en est servi contre soi. Apparemment, il n'a eu le droit de le trouver qu'à cette condition. Franz Kafka, Le Château. Dédicace. Aux victimes innocentes d'Irak. Introduction, la nation, son histoire et l'histoire de son histoire. Dans le concept actuel du terme, la nation est, selon ce que l'on affirme, une création relativement récente, et en dernière instance arbitraire. Son évolution se trouve intimement associée à une série de processus et phénomènes historiques typiquement modernes, tels que la bureaucratie, la sécularisation, le capitalisme, la révolution, etc. D'où quelles origines des nations? Contrairement à ce qu'affirment les propres thuriféraires du nationalisme, lesquels sont censés les situer dans un lointain passé mythique, ne pourraient pas être suivis à la trace au-delà de la fin du XVIIIe siècle. De cette façon, les historiens cherchent à disloquer les narratives nationalistes décrivant ces formes de regroupement social, telles que les tribus, les villes-États, les empires, etc., sous lesquels de fait, la majorité de la population a vécu, en tant que simple forme préliminaire et incomplète des nations-États modernes, celles qui constituent une sorte de télos vers lequel s'orientait tout le progrès historique précédent en leur donnant du sens. Au fil du dernier siècle, les historiens dénoncèrent de façon systématique l'anachronisme implicite dans ce point de vue. Telle historisation du concept de nation n'est pas, enfin, idéologiquement neutre, mais elle cherche à saper les bases du nationalisme moderne. En définitive, afin de s'articuler, le nationalisme devrait rester aveugle à ses propres prémices. La révélation de ses fondements contingents le priverait de son soutien conceptuel, en lui évitant ainsi, ou au moins en l'entravant de se développer dans un jingoïsme. Toutefois, quelque chose sur lequel on a peu insisté, c'est que la nation est un phénomène récent, même que les études la concernant. La nation et le nationalisme n'émergent en tant que cliché que dans la période de l'entre-deux-guerres. Leur jalon fondateur sera caractérisé dans les années 1920 par les travaux de Carlton Hay et Hans Kohn, et elle ne s'affirme en tant que telle que dans l'après-guerre. En fin de compte, ces études ont également leurs propres préconditions historiques d'existence, celles qui, nous pouvons le dire, ne remontent que du début du XXe siècle. Dans celle qui est probablement le premier ouvrage écrit sur le sujet, Die Nationalitätenfreiheit und die Sozialdemokratie, La social-démocratie et la question nationale, 1924, Otto Bauer laisse entrevoir quelques prémices nécessaires pour que la nation puisse devenir un objet de crible. Les mots avec lesquels il ouvre la dite étude sont révélateurs à ce propos. Le caractère national n'est pas une explication, il est quelque chose qui doit être expliqué. En établissant la variation des caractères nationaux, la science ne résout pas le problème de la nation, mais elle le pose simplement. Comment émerge la communauté relative de caractères? Comment les membres d'une nation, en dépit de toutes leurs différences individuelles, coïncident encore en une série de traits et malgré leur identité physique et mentale avec d'autres peuples, diffèrent encore des membres d'autres nations? Ceci est précisément ce que la science doit expliquer. La nation devait en fait cesser d'apparaître en tant que fait naturel ou quasi naturel, afin de pouvoir devenir susceptible d'analyse critique, ce qui se passe à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle.
Jusqu'alors, les narrations nationales se seraient limitées à relater les origines présumées de la nation respective, en cherchant à révéler les caractéristiques qui l'identifient et la distinguent des autres, ainsi que les lignes maîtresses qui auraient orienté leur évolution et déterminé leur destin ultime. Bref, ces narrations auraient articulé le concept généalogique de la nationalité. Comme le montre la citation de Bauer, la problématique de ce concept ne signifiait pas nécessairement le rejet de l'entité historique de l'idée de nation. Selon ce qu'on peut lire, Bauer insistait encore sur l'existence de caractères nationaux différentiels qui peuvent être identifiés clairement. Cependant, il a certainement comme prémisse le présupposé selon lequel, quelles que soient ces caractéristiques, elles ne devaient pas être nécessairement ainsi. Elles ne sont pas inscrites depuis leurs origines dans le concept même de la nation respective. Un tel signalement ouvre désormais une première fissure dans le concept généalogique, en rendant possible de cette façon, pour la première fois, la réflexion face à un objet, la nation en tant que telle, qui, en perdant son précédent voile de naturalité, contiendrait en ce moment une interrogation qui doit être dévoilée. Bref, comme disait Bauer, le caractère national, loin de servir d'explication ultime de toute évolution historique particulière, devrait être lui-même expliqué. L'explanant était devenu l'explanendum, qui requiert à son tour un explanant. Ce qui précède semble justifier l'affirmation d'Eric Hobsbawm dans son introduction à Nation et nationalisme depuis 1780, selon laquelle « aucun nationaliste politique engagé ne peut être un historien sérieux ». Toutefois, cette perspective tend à engendrer chez l'historien l'illusion de se trouver libre de toute pression idéologique. Heureusement, en m'apprêtant à écrire le présent ouvrage, ce sont les mots d'Hobsbawm avec lesquels il conclut son introduction. Je n'ai pas besoin de laisser à la porte mes convictions non historiques. Comme le signale Tom Nern, les préjugés du nationalisme, y compris ceux d'un nationalisme flou et générique, sont faciles à détecter. Cependant, ceux d'un internationalisme le sont moins. Un nationaliste, ou même un pan-nationaliste, parle par définition depuis un lieu. L'internationaliste, en revanche, ne parle d'aucun lieu particulier. Le caractère prétendument objectif et scientifique des études historiographiques a collaboré en réalité à cacher le fait selon lequel le discours anti-généalogique a, de même que son contraire, ses propres présupposés face auxquels il doit rester aveugle afin de s'articuler en tant que tel. Cela nous amène au sujet de la présente étude. Dit de façon synthétique, il s'agit ici d'historiser le propre conflit anti-généalogique, et pour cela il est nécessaire de cesser de voir les nationalistes et les antinationalistes comme deux courants stables et homogènes, en constant antagonisme, pour chercher d'eux à reconstruire les contextes de débat spécifiques et les conditions dans lesquelles les deux perspectives confrontées réussirent éventuellement à s'articuler. Bref, tenter ce que Pierre-André Taguieff nomme une perspective polémologique. En outre, l'histoire du nationalisme doit comporter une histoire des histoires du nationalisme. Or, celle-ci ne peut s'écrire dans notre perspective polémologique que comme une histoire des interactions polémiques des histoires nationalistes et antinationalistes du nationalisme, qu'on veuille bien ici nous pardonner la lourdeur d'une telle formulation. Les paradoxes et les difficultés méthodologiques surgissent clairement dès lors qu'on tient compte du fait que nationalisme et antinationalisme se disent en plusieurs sens différents, et que ces divers sens s'organisent et se construisent dans et par certaines interactions conflictuelles. Une telle approche polémologique requiert, donc, la bonne situation préalable de l'auto-perception des thuriféraires de l'approche anti-généalogique qui conçoit sa critique des idées nationalistes de la nation comme basée sur de simples vérifications empiriques. Seulement alors, les dispositifs conceptuels se mettant en marche dans l'articulation de leur propre perspective anti-généalogique, et en fin de compte, révéler les liens profonds qui la lient à celles de leurs concurrents peuvent devenir visibles. Le nationalisme et ses historiens. Comme nous l'avons vu, les nations, d'après ce que l'on affirme aujourd'hui, sont des créations récentes. Les formes étatiques précédentes, comme les monarchies de l'Ancien Régime, ne pourraient pas se considérer encore vraiment en tant que telles. Telle souveraineté, signale Elie Kedourie, était loin d'être des nations, selon le discours nationaliste. De fait, ces souverainetés n'étaient pas basées sur des principes de nationalité, mais elles étaient organisées à partir de systèmes d'autorité personnelle s'étendant par le biais de territoires différents,
lesquels souvent n'étaient même pas contigus entre eux. Pour que soit possible l'émergence de l'idée moderne de la nationalité, il fut nécessaire que l'on brise préalablement les orientations universalistes des empires dynastiques qui dominèrent l'Europe jusqu'à l'éclatement de la Révolution française. Ainsi, face à ces auteurs, lesquels crurent trouver une continuité essentielle entre les premières formations étatiques européennes et les États nationaux modernes, les historiens tendent aujourd'hui à mettre l'accent sur la spécificité de ces derniers. Déjà dans les années 1940, Federico Chabot remettait en question les affirmations de ceux qui, comme Johann Huizinga, pensaient apercevoir les traits différentiels entre les Français et les Allemands esquissés dans le XIIIe siècle. D'après lui, de cette façon Huizinga a fait une grande erreur en confondant les expressions et les signes de conflit entre les peuples. Conflits qui certainement ont existé, avec l'idée moderne de nation, quelque chose de distinct précisément parce que, avant de se diriger vers l'extérieur, ou même contre lui, c'est-à-dire avant d'assumer une attitude hostile envers une autre nation, c'est la conscience pleine d'elle-même, de sa propre individualité, constituée par le passé et par le présent, autant des traditions historiques que par la volonté actuelle d'être une nation. En fin de compte, ce ne sont pas les nations à avoir créé les États modernes, mais ces derniers qui ont créé les nations telles qu'on les connaît. Et les États modernes, à leur tour, seraient le résultat d'une série d'éventualités historiques. En revenant à Kédouri, la France est un État, dit-il, non parce que les Français constituent une nation. L'État français est plutôt le produit des ambitions dynastiques, des circonstances, de la chance dans les guerres, de l'habileté administrative ou diplomatique. Une telle affirmation cherche à révéler la nature contingente des origines et des fondements des nations modernes. Nous savons aujourd'hui, affirme Karl Deutsch, que l'humanité existait bien avant les nations, et nous avons de bonnes raisons d'espérer qu'elle continuera à exister bien après que ces dernières disparaîtront. Or, cette conclusion, on ne la suit pas au vu des considérations précédentes qui articulent uniquement une critique faible du concept nationaliste. Elle se limite à vérifier que l'idée nationaliste moderne émergée au début du XIXe siècle est certainement moderne, c'est-à-dire qu'elle n'existait pas avant le moment où elle a surgi effectivement. Jusqu'ici, la critique du concept généalogique de la nation peut être considérée en tant que simple précision historique. Toutefois, dans la mesure où elle prétend en extraire des orientations normatives, le discours anti-généalogique doit bouger nécessairement au-delà du plan historique factuel. En effet, la critique faible du nationalisme ne rejette pas encore la possibilité du fait qu'existaient déjà sous l'Ancien Régime d'autres formes de nationalité, distinctes des modernes, ce qui s'avère profondément troublant puisqu'il fait émerger immédiatement la suspicion selon laquelle les nations pourraient bien survivre à l'érosion du concept généalogique auquel les historiens du nationalisme se trouveraient consacrés, en inversant ainsi la maxime de Deutsch. Une critique forte du concept généalogique de la nation doit pouvoir soutenir donc, non seulement l'affirmation, absolument incontestable, mais encore fortement tautologique, selon laquelle, avant la fin du XVIIIe siècle, les nations modernes n'existaient pas, mais la nation en tant que telle n'existait pas préalablement. Et c'est ici que la première maxime du discours anti-généalogique, signalant le caractère moderne des nations, se lie avec la deuxième, c'est-à-dire sa nature de construit mental, entendue actuellement avec un double sens. Non seulement les idées modernes sur la nationalité seraient purement fictives, dépourvues de fondements objectifs, mais les nationalités en tant que telles, de même que toute autre forme de communauté au-delà de la ville élémentaire en contact face à face, après les mots de Benedict Anderson, seraient elles-mêmes des communautés imaginées, exprimant des formes d'identité fictives ou construites de façon discursive. En effet, l'émergence des nationalités, même lorsqu'elle répond à des processus matériels objectifs, ne serait pas indépendante des modes de conscience subjective. Comme David Miller le signale, il est évident que les nations ne sont pas des choses existant indépendamment des croyances que les gens ont à propos d'elles, dans la forme où elles ne sont pas, par exemple, les volcans et les éléphants. Ainsi, si nous le disons des personnes composant une nation, non seulement nous sommes en train de dire quelque chose à propos de leurs caractéristiques physiques ou de leur comportement, mais nous sommes aussi en train de dire quelque chose sur la façon dont elles se conçoivent elles-mêmes. Bernard Joseph met l'accent avec plus d'emphase. Ce n'est pas facile d'imaginer,
affirme-t-il qu'une nationalité existe en tant que telle avant que ses propres membres aient conscience de leur unité et se sentent eux-mêmes partie intégrante d'une communauté. Ainsi, dans la mesure où la nationalité se base sur le sentiment, l'existence de ce sentiment de conscience de groupe constitue un facteur d'importance primaire dans la constitution de la nationalité. D'où enfin, que les nations ne soient pas préexistantes à l'émergence du propre nationalisme. C'est le nationalisme, conclut Ernest Gellner, qui crée les nations. Même s'il échoue à l'État de créer la nation, cette dernière n'existerait pas jusqu'au moment d'affirmer un sens d'appartenance entre ses membres en mesure de lier de façon horizontale les uns aux autres, indépendamment des systèmes d'autorité, bref, à une nationalité. En fin de compte, afin d'articuler une critique forte des doctrines généalogiques de la nation, permettant de soutenir non seulement la sorte de tautologie selon laquelle l'idée moderne de nation n'existe pas avant la modernité, mais également n'existerait pas la nation tout court, les historiens doivent produire un double mouvement conceptuel pour lequel ils réduisent d'abord la nation à ses modes de représentation et ensuite réduisent ces derniers à son concept généalogique, ce qui émerge effectivement à la fin du XVIIIe siècle. Ce double mouvement amène finalement à l'affirmation de Gellner selon laquelle les nations ne peuvent qu'être définies en termes de l'ère du nationalisme. Or, ce genre d'opération, amenant de la version faible à la version forte de l'approche anti-généalogique, termine de se consolider juste dans les 20 dernières années. Jusqu'avant que se produise la vague récente d'études relatives au thème, les positions des historiens n'étaient pas unanimes à ce propos. En effet, il ne serait pas facile d'accepter l'hypothèse fortement contre-intuitive, selon laquelle les nations modernes sont de simples constructions idéologiques, n'ayant aucun type de connexion avec les prétendues formations protonationales précédentes. Telles approches, en principe, ne pourraient pas expliquer par elles-mêmes, c'est-à-dire sans faire appel à l'idée d'une quelque sorte de communauté nationale préexistante, pourquoi certaines articulations idéologiques nationalistes et d'autres pas, acquièrent de la crédibilité ou pourquoi quelques États modernes réussissent à imposer le type de fiction d'homogénéité culturelle imaginée par l'idée de nationalité. Même pour certains auteurs fortement critiques du nationalisme, tels que Joseph, il n'y avait aucun doute que le désir d'être une nation ne pouvait être que l'expression d'un désir constant des membres d'une nationalité, à cause de leur vie communautaire dans le passé et de leur réussite et expérience nationale. Et cela nous fait revenir à la critique faible du concept généalogique. Comme nous l'avons déjà vu, cette dernière ne niait pas en principe la possibilité d'autres formes de conscience nationale, distinctes de celles propres au nationalisme du XIXe siècle. Même si l'on peut dire que d'une certaine façon, elle les présupposait. La seule chose qu'elle niait de façon catégorique, c'était l'existence d'une continuité linéaire entre ces dernières et celle qui lui succéda historiquement. Comme le signalait Boyd Schaffer. La loyauté, le patriotisme et la conscience nationale sont des ingrédients dans le nationalisme et le précèdent dans le temps. Le sentiment national se développe à partir de ces dernières et d'autres idées et conditions, mais tandis qu'uniquement elles existaient, le nationalisme moderne n'existait pas encore. À moins qu'on présuppose un déterminisme historique injustifiable, elles n'auraient pas réussi à bien se combiner et n'auraient jamais pu devenir un nationalisme. Néanmoins, cette version faible du concept antigénéalogique contient deux ambiguïtés fondamentales. La première, réalité moins grave, est en relation avec la chronologie. Une grande partie de ceux qui soutenaient la thèse moderniste, tels que Hugh Sutton Watson, cherchaient basiquement à signaler avec elle que les nations, telles qu'on les connaît aujourd'hui, ne datent pas du Moyen Âge, comme le postulaient les nationalistes, mais on doit situer ses origines au début du XVIe siècle. Déjà à l'époque, il affirmait que la formation de la conscience nationale anglaise s'était achevée. Même si Sutton Watson et Hobsbawm coïncident sur le caractère moderne des nations, la modernité de Sutton Watson précède au moins de 2 siècles à celle d'Hobsbawm. Bref, la première source d'erreur dérive du propre concept de modernité, dont les limites temporelles ont toujours été floues. Quoi qu'il en soit, la deuxième et plus importante ambiguïté repose sur la propre définition du concept généalogique de la nation. Comme nous l'avons vu, les versions anti-généalogiques se soutiennent toutes, autant les faibles que les fortes, dans la distinction radicale du nationalisme du XIXe siècle par rapport à toutes les formes précédentes de patriotisme ou loyauté protonationale.
Toutefois, cela n'éclaircit pas encore sur ce que seraient ces traits qui spécifient les modes modernes de conscience nationaliste. Cette deuxième ambiguïté explique, en fin de compte, la précédente. L'imprécision des définitions du concept généalogique de la nation est, en fin de compte, ce qui donne lieu aux versions affirmant de trouver des restes clairs du nationalisme précédant le XIXe siècle. Quel est le concept de nation des nationalistes ? Qu'est-ce qui le distingue radicalement de celle de ces derniers, de toute autre forme d'identité collective précédente ? Nous pouvons trouver un exemple de l'imprécision des réponses à de telles questions dans la définition de Chabot citée précédemment. Dans sa critique à Huizinga, Chabot niait que l'idée de nation du XIXe siècle se réduisait à assumer une attitude hostile envers une autre nation, comme ce serait le cas de la France et de l'Angleterre, ou de la France et de l'Allemagne au fil du Moyen-Âge et de la modernité précoce. Cette idée, assurait-il, c'est la conscience pleine d'elle-même, de sa propre individualité. Toutefois, une telle définition est dépourvue encore d'un caractère discriminatoire suffisant comme pour distinguer de façon tranchante les modes de conscience nationale propres du XIXe siècle par rapport à ceux qui les ont précédés. Qu'en peut-on dire d'une nation qui prit conscience pleine de son individualité ? En tout cas, Huizinga aurait pu bien convenir avec cette définition sans pour cela être obligé de réviser son affirmation. Il ne serait certainement pas difficile de trouver des traits d'une telle conscience dans le XVIe siècle. Pour citer un cas plus récent, Benedict Anderson définit le type de conscience de la nationalité émergeant de la dissolution des anciens empires dynastiques en termes de la perception partagée de l'existence de liens subjectifs horizontaux. La nation, dit-il, est toujours conçue comme une camaraderie profonde, horizontale. Or, si nous prenons cette définition comme base, il est fort possible de trouver des nations, dans ce même sens prétendument moderne du terme, déjà au Moyen-Âge, et probablement aussi dans l'Antiquité. En recherchant l'usage du terme natio, nombre d'auteurs peuvent rejeter rapidement le type d'exégèse diffusé récemment par Hobsbawm, qui la prend en grande partie de Kedourie, destiné à démontrer sa prétendue modernité. David Miller, par exemple, trouve des citations dans le dictionnaire Oxford remontant au milieu du XVe siècle et se référant aux Espagnols, Écossais et d'autres peuples en tant que nation, dans un sens pas tellement différent de celui cité précédemment, c'est-à-dire en exprimant un certain lien culturel horizontal et non purement politique vertical. Nous ne pouvons pas dire par conséquent que le concept de nation... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.